La Coupe du Monde est finie et l'heure est au bilan. En dieu grec qu'il se rêve, Donald Trump a clairement fait de cet événement une vitrine marketing et politique. Et il a pesé de tout son poids, jusqu'à même faire annuler le carton rouge et la suspension d'un joueur de Team USA. Et son idylle avec Gianni Infantino, le boss de la FIFA, ne semble pas s'arrêter en si bon chemin, allant jusqu'à l'évoquer pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Rien que ça. Pendant ce temps, Zoran Mamdani, lui, continue son ascension médiatique et politique. Dans un entretien accordé au New York Times, le maire de la Big Apple ne triche pas sur ses ambitions et entend bien permettre aux Democratic Socialists of America de jouer un rôle majeur sur la scène politique américaine. On n'en parle pas en France, mais la Chambre des représentants a voté hier un projet de loi visant, pour reprendre les mots du républicain anti-Trump Thomas Massie, une fusion des technologies militaires et chaînes d'approvisionnement de l'armée américaine et de l'armée israélienne. Même si ce projet de loi doit encore passer devant le Sénat américain, ce vote a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique. Voilà un petit peu pour les sujets du jour. En attendant, bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous bien confortablement, il est l'heure d'aller faire un petit tour du côté de GSAM. Et comme toutes les 2 semaines, je me retrouve en compagnie de Claire Rabès et de Tristan Cabello. Comment ça va tous les deux ? Bien et toi ? Là, pour le coup, c'était pas 2 semaines, c'est 3 semaines, autant pour moi. Avant de démarrer les discussions, je vais quand même vous embêter un petit peu avec ça, mais sachez encore une fois que on est passé il n'y a pas longtemps, le 24 juin dernier, devant l'ARCOM pour l'audition, dans le cadre de notre candidature pour la TNT Île-de-France. Et d'ici là, notre objectif est d'atteindre 10 000 donateurs mensuels. On vient tout juste d'atteindre le 2e palier des 5 000. Aidez-nous à avoir la communauté la plus forte possible si jamais on doit arriver sur les ondes de la TNT. Et si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer les grandes échéances démocratiques à venir, rendez-vous sur capsurdicap.lemediatv.fr. Voilà, maintenant on peut commencer la discussion. Moi j'aimerais commencer quand même par ce projet de loi qui a été voté hier à la Chambre des représentants, que beaucoup voient comme une sorte de fusion. Le mot est peut-être fort, hein, vous me direz, mais une fusion entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Un projet de loi qui, je le disais en introduction, a fait hurler Thomas Massie et aussi beaucoup de démocrates. C'est un représentant en plus républicain. Hein. Il y a Marjorie Taylor Greene aussi, ex-MAGA, qui a parlé de trahison, même de haute trahison, pour qualifier ce projet de loi. Tristan, toi qui es aux États-Unis, est-ce que tu peux nous expliquer et peut-être même confirmer le tollé que génère ce projet de loi et le fait que la Chambre des représentants l'ait approuvé ? Ouais, alors juste pour confirmer ce que tu as dit, alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France, mais on n'en parle pas beaucoup non plus aux États-Unis. C'est pas quelque chose que l'on voit comme ça défiler sur les chaînes d'infos, alors que le vote a quand même eu lieu hier. C'est quelque chose plutôt qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux. Alors la loi, alors c'est pas une fusion voilà des armées hein, comme tu l'as dit, mais c'est une coopération institutionnalisée de la stratégie et de la chaîne de production. Donc ça veut dire que si cette loi était votée, il y aurait un directeur de cette coopération au Pentagone. Alors la loi, elle a été votée à la Chambre des représentants, avec d'ailleurs quelques démocrates hein, qui l'ont votée d'ailleurs. Et elle doit passer au Sénat. Il y a de très grandes chances, il faut le dire, que cette loi soit adoptée. Hein. On le verra dans les prochaines semaines, mais normalement, ça devrait passer au Sénat, sauf s'il y a bien sûr une grande opposition du côté, non seulement du côté républicain, mais aussi du côté démocrate. Alors tu l'as très bien dit, il y a une grande opposition, mais dans les deux camps. Il y a une grande opposition, bien évidemment, du côté républicain. Pourquoi ? Parce que Donald Trump avait fait campagne sur cette idée de ne plus faire de guerre à l'extérieur des États-Unis, de ne plus engager de nouvelles guerres où l'armée américaine, de ne plus donner de fonds, de ne plus donner les impôts des Américains pour de nouvelles guerres en dehors des États-Unis. Et puis du côté démocrate aussi, il y a une grande division sur ce thème-là. Alors la gauche du parti
est très contre, la gauche, on va en parler plus tard, hein, mais la gauche Mamdani, la gauche est aussi est contre. Par contre, l'aile plutôt droitière, centriste du parti est assez pour. On n'a pas entendu les leaders du Parti démocrate sur ce sujet. On n'a pas entendu Hakeem Jeffries, chef de la minorité à la Chambre. On n'a pas entendu Chuck Schumer, chef des sénateurs au Sénat, donc. Et il faut encore rappeler, moi vraiment ce que je trouve incroyable, là, c'est à quel point ça met en lumière le cynisme incroyable des démocrates sur ce sujet, puisque la loi, elle est sponsorisée, elle est coécrite par la sénatrice Christine Gillibrand, qui est la sénatrice donc de New York, qui est la sénatrice qui a remplacé Hillary Clinton il y a une dizaine d'années. Et Christine Gillibrand, pendant la campagne municipale de New York, il faut se rappeler que c'est cette fameuse sénatrice qui avait accusé Zoran Mamdani d'être une voix du djihad global et de glorifier le Hamas à la radio. Elle s'était excusée ensuite de manière privée à Zoran, mais elle l'avait dit à la radio. Elle avait dit que Zoran Mamdani est en fait un représentant du Hamas aux États-Unis. Et là, elle veut faire une loi qui permettrait une collaboration bien plus poussée avec une armée génocidaire. Donc tu vois, il y a vraiment un deux poids deux mesures là qui est incroyable. Et on va en parler, je pense, plus tard dans l'émission. Mais en tout cas, il y a une forme de scission hein, dans les deux camps, aussi bien du côté républicain, mais du côté démocrate, c'est encore plus prégnant parce que là, il y a vraiment deux lignes qui s'affrontent et il y a surtout deux lignes qui vont s'affronter pour la prochaine présidentielle. Ouais. Claire, est-ce que toi, peut-être, tu peux nous éclairer sur les dessous, enfin, en tout cas, ce que raconte ce projet de loi parce que, effectivement, le tollé, il est plus sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a une énorme passe d'armes entre les différents représentants. Thomas Messia a fait plusieurs tweets. Ouais. Et puis, avec des mots forts, hein. Il y a dans les propos, dans les tweets qu'on voit passer, on parle de Donald Trump qui vend l'armée américaine à Israël, qui vont... faire fuiter, voire même leur offrir des informations stratégiques importantes à Israël, etc. Que c'est un abandon de la souveraineté militaire américaine, etc. Enfin, bon, tout et un peu tout a été dit sur ce sujet, en des mots très forts. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça, cette loi ? Alors déjà, c'est un projet de loi qui est plus global. C'est une disposition qui est insérée sur laquelle, du coup, revenait Tristan. Elle a changé de nombre, comme dans la numérotation des projets de loi à chaque fois. Donc, c'est cette proposition 219 qui fait l'objet, du coup, qu'est-ce qu'elle représente ? C'est, comme l'a dit Tristan, effectivement, du partage de renseignements. Donc, très clairement, c'est ça que tu soulignais. C'est extrêmement important. C'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà de très forts liens, on le sait très bien, entre le renseignement américain et le renseignement israélien. Mais là, ça l'institutionnalise et ça lui donne plus de moyens, puisque là, l'objectif est de préparer quand même la stratégie, justement, de la défense nationale pour 2027. C'est le texte global, avec, du coup, des dispositions et des lignes budgétaires afférentes ensuite, qui viendront donc dans un second temps. Donc, on a aussi des co-entreprises de production d'armement. C'est là où on parle des chaînes d'approvisionnement, réellement, avec du partage de technologie, de la technologie israélienne qui viendrait être intégrée dans la technologie, du coup, de défense américaine. Donc oui, on est sur une imbrication qui est loin d'être anodine, puisque quand on ne maîtrise plus directement sa chaîne d'approvisionnement, on le sait, ça peut poser question sur une certaine forme d'autonomie. Alors après, ce sont des dispositions, donc toujours à voir la modalité concrète de mise en œuvre. Mais en tout cas, le principe que dénonce Thomas Massie, ou même, et effectivement Tristan le disait, Marjorie Taylor Greene, elle ne dit pas autre chose que c'est de la haute trahison, dans le sens où on fait du coup on met en avant d'abord les enjeux et les priorités des néoconservateurs pro-israéliens avant les intérêts MAGA, qui est d'avoir une souveraineté états-unienne, de ne pas intervenir dans d'autres conflits, de se protéger, etc., etc. C'est une trahison du America First. Exactement. Bon, en règle générale, et puis bon, même si on sait très bien que le America First, ils sont jamais aussi très clairs, et ni tout blanc ni tout noir, évidemment. Mais voilà, là-dessus, c'est assez intéressant de voir que les lignes
lignes bougent. Et d'ailleurs, il le disait sur la coécriture, justement, Tristan. Ce qui est intéressant, c'est que l'amendement de suppression, aussi prôné par Thomas Massie, il est porté aussi par Rokana, la démocrate. Donc, c'est intéressant de voir comment, effectivement, ça a mis en difficulté l'ensemble des lignes traditionnelles de fracture. Oui, une grosse polarisation du champ politique américain. Et interparti. Et ça fait aussi écho à ce qu'on dit, notamment sur le fait que les démocrates ne se mettent pas en avant vocalement pour certains et dans ceux qui ont des responsabilités aussi. Ça fait écho à ce qu'on disait et ce qu'on a souvent dit ici, c'est-à-dire la ligne de fracture en intraparti sur les positions pro-palestiniennes et aussi les démarches, on y reviendra sûrement, de Harris actuellement sur une ligne un peu plus pro-palestinienne qu'elle ne l'a fait pendant sa campagne. Donc c'est intéressant de savoir que c'est effectivement qu'une proposition, d'où le fait que le texte puisse être aussi adopté au Sénat prochainement. Et je pense que oui, on va voir ensuite si seulement cet amendement peut être source d'un vote contre, mais ça m'étonnerait. Là, il est quand même, et je vais finir là-dessus, mais j'en rappelle, il est passé à 216 voix pour et 212 voix contre. Oui, c'est passé par un quand même et un blocage en fait du vote aussi. En fait, il y a eu une technique, comme on en a aussi en France, un peu un type 49-3. Je ne sais pas vraiment si c'est un parallèle réaliste, mais en tout cas, la commission dont faisait partie justement un certain nombre de représentants a bloqué le vote sur cet amendement de suppression spécifiquement pour ne pas avoir le débat en chambre. Donc en fait, ce que Thomas Massie a dénoncé aussi, c'est l'incapacité à discuter et à débattre au sein de la Chambre réellement de cette disposition sur cet amendement de suppression. Et donc c'est aussi une technique parlementaire qui visait justement à mettre le projet de côté. Donc c'est quand même intéressant de le noter et de ne pas avoir eu de vote réellement sur cette proposition. Est-ce que c'était une peur directe ou pas à voir, mais c'est quand même intéressant de noter les tactiques politiques aussi qui ont été mises en œuvre. Tristan, aux États-Unis, on avait depuis il y a quelques temps beaucoup de voix qui s'exprimaient pour dire que Donald Trump était peut-être un peu le joujou ou le toutou de Benjamin Netanyahou. Là, ça va être difficile de contredire les plus fervents de cette théorie. Oui, donc ce que l'on voit, c'est que il y a quand même un décrochage dans la population américaine. On voit que pour la première fois depuis que l'on mesure ce sondage, c'est-à-dire la sympathie, l'empathie des Américains envers Israël et envers les Palestiniens, les Américains ont plus d'empathie, de sympathie pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Et ça, je crois que ça vient bien évidemment du fait que Netanyahou est quelqu'un de pas très aimé aux États-Unis, aussi bien d'ailleurs dans le camp républicain que dans le camp démocrate. Alors c'est bien plus fort dans le camp démocrate, mais il y a un grand rejet de la personnalité de Netanyahou et aussi du gouvernement israélien. Ouais. Et c'est peut-être un contexte qui peut donner des points peut-être à DSA en vue des midterms, parce que l'autre sujet de cette émission, c'est Zoran Mamdani, le maire de New York, continue son ascension, continue d'être un petit peu, continue sa Mamdani mania, si je peux me permettre l'expression. On avait déjà eu l'allocution très remarquée et très commentée de Mamdani sur justement Benjamin Netanyahou, en disant que s'il mettait un pied à New York, il se débrouillerait pour le faire arrêter. Même si ça, évidemment, il y a aussi beaucoup de... je suppose que c'est pas dans les prérogatives d'un maire américain de pouvoir faire appliquer une disposition du droit international, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il l'a quand même dit, il a fait son effet d'annonce a fonctionné. Et il a aussi plus récemment accordé un entretien au New York Times où clairement... voilà, les ambitions politiques sont clairement affichées. Tristan, jusqu'où cette Mamdani mania, comme je viens de l'appeler, va aller?
Bah, c'est-à-dire que l'interview qu'il a donnée au New York Times, là, j'encourage vraiment tout le monde à aller la voir parce elle a été filmée, elle est disponible sur YouTube et puis on a le En effet. transcript aussi sur le site du New York Times. Euh, bon, et c'est la première fois où Zoran Mamdani vraiment dévoile son ambition nationale. Alors je le rappelle quand même, lui, il peut pas se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il n'est pas né américain. Il a été naturalisé américain, mais en tout cas, il dévoile là vraiment son plan, sa stratégie au niveau national avec les DSS. C'est une stratégie qui est très simple, c'est faire de New York vraiment la vitrine des DSA. C'est mettre au cœur de son discours la lutte contre la vie chère. C'est soutenir les candidats. Alors ici, on les appelle pas les candidats insoumis, on les appelle les candidats insurgés contre le parti démocrate. Et c'est transformer cette vision, voilà, en un programme. Et donc, ce qu'il dit aussi dans l'interview, c'est très important. Il dit, on va pas s'en sortir si on continue juste dans l'anti-Trumpisme. Il va falloir qu'on propose quelque chose aux Américains, quelque chose qui fasse en sorte qu'on aille de l'avant et puisse leur offrir une vie meilleure. Donc, il est vraiment très clair. Il y a une stratégie qui est aussi vraiment très bien définie. Et moi, ce que je vois quand même ici, c'est qu'on voit que du côté démocrate, on a l'impression qu'il y a beaucoup de résistance, Mhm. mais en fait, ils commencent vraiment à bouger. Par exemple, tu as tous les démocrates, même des démocrates centristes, maintenant, qui, en vue de 2028, disent, écoutez, le minimum que l'on va mettre dans notre programme, ça va être Medicare for All. Il va falloir faire une sécurité sociale publique du type de celle que l'on a en Europe aux États-Unis. Ça, c'est presque une idée qui maintenant est acquise. Sur la Palestine, tu as vu, par exemple, tu l'as dit dans l'émission tout à l'heure, quelqu'un comme Kamala Harris, qui a toujours été un soutien d'Israël inconditionnel, commence à donner des coups de téléphone à Zoran Mamdani, à des activistes pro-Palestine, pour leur demander ce qu'il faudrait faire si elle se présentait en 2028. Parce qu'elle sait que il va falloir voilà, couper les ponts avec ce que l'administration Biden a fait de ce côté, et l'administration Trump, bien évidemment, a fait de ce côté-là. Alors donc ça bouge d'un point de vue des discours, bien sûr. Avec les démocrates, c'est toujours le problème, hein, c'est-à-dire qu'ils savent très bien aller là où le vent les mène, mais après c'est au niveau des actes qu'il faut juger. Il faut quand même dire que là, la gauche américaine, ils auront deux leviers. Ils auront deux leviers qui seront très importants. Le premier levier, c'est que si les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants ou même au Sénat d'ailleurs l'année prochaine, ça sera une majorité qui sera sûrement très faible. Et le groupe des démocratiques socialistes ou affiliés, parce qu'ils ne sont pas tous d'ISA, c'est-à-dire le groupe de la gauche, ça sera un groupe qui sera très important pour voter des lois. Donc il faudra faire en sorte de les ménager. Et deuxièmement, eh bien, il y a toujours la menace d'une primaire. Il faut quand même rappeler que tu as des gens qui ont perdu leur poste, des centristes démocrates, qui étaient là, ou même d'ailleurs des progressistes, hein, parce que Adriano Espaillat, c'était un progressiste finalement, hein, de l'aile gauche du Parti démocrate. Ils ont perdu leur poste alors qu'ils étaient là depuis 30 ans, et ils les ont perdus face à des inconnus du DSA. Qui avaient 20 ans, 30 ans, tu vois, des gens très jeunes. Et donc là, on sait que les grands pontes du Parti démocrate, ils peuvent perdre leur poste. Et s'ils ne suivent pas la direction dans laquelle le DSA veut les emmener, euh, ils peuvent bien évidemment les menacer d'une primaire. Et tous les grands noms, hein, tu vois, Hakeem Jeffries, est-ce que Hakeem Jeffries gagnerait une primaire à New York?
J'en doute. Gregory Mix, est-ce qu'il gagnerait une primaire à New York? Chuck Schumer, bon, il a dit qu'il se représenterait pas, mais Chuck Schumer, il gagnerait même pas une primaire à New York, là. Gillibrand, on vient d'en parler juste avant sur Israël et la Palestine. Je suis pas sûr qu'elle gagnerait une primaire. Donc, il y a quand même des leviers de pression. Ils vont être très peu nombreux, hein, ça c'est clair. Ça va être un petit groupe, ils vont être 10-15. Mais ils vont avoir beaucoup de pouvoir. Alors la prochaine étape, c'est bien sûr les présidentielles. Mais j'ajouterais quand même un truc, c'est qu'ils essayent aussi de s'organiser au niveau international, et ça, on en parle assez peu. Mais ce que j'ai vu, c'est quand même que la directrice de cabinet de Zoran Mamdani, qui s'appelle Elle Bisgard Church, qu'on voit vraiment jamais, hein, elle est jamais à la télévision. Elle a fait des réunions ici ou là. Alors très récemment, elle faisait des réunions avec la France Insoumise. Elle était voir Bali Bagayoko, je crois, il y a quelques semaines. T'as Maurice Katz aussi, ce fameux consultant qui est à la tête de la Fight Agency, qui est une agence de communication qui fait un peu les campagnes de la gauche radicale aux États-Unis, qui fait beaucoup de meetings avec des gens de la gauche radicale en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc ils s'organisent aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le truc, et je pense que ça c'est d'ailleurs quelque chose pour notre camp qui est positif, Donald Trump occupe l'espace médiatique, donc eux ils avancent un peu backstage, ils avancent un peu pas sous les projecteurs, pas sous les projecteurs des chaînes d'infos et des grands médias. Et ça, je crois que c'est une bonne chose, Mhm. parce que finalement, l'interview de Zoran Mamdani, elle est passée assez inaperçue, là, alors qu'il dit vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est-à-dire ils avancent, il y a vraiment un programme, il y a une stratégie, il y a une volonté d'avoir une influence, et ils avancent, voilà, ni vu ni connu. Ouais. Justement, c'est vrai que ça fait des semaines qu'on parle des DSA. On a eu l'occasion maintes fois de raconter que les digues étaient en train de sauter aux États-Unis, notamment sur la question du socialisme, qui est un sujet qui fait de moins en moins peur là-bas et qui, du coup, progresse. Mais dans les communications récentes, j'ai l'impression qu'il y a une communication quand même puisqu'on parle du Parti démocrate en son sein, une communication de plus en plus agressive de la part de Mamdani et sa bande vis-à-vis de l'establishment démocrate, qui ressemble de plus en plus à une sorte de déclaration de guerre en fait. C'est maintenant suivez le mouvement ou sinon on vous fait battre comme tous vos autres copains qu'on a délogés avant vous. Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, Non. notamment dans l'interview de Mamdani. D'ailleurs, il reprend la journaliste tout de suite à un moment donné. C'est intéressant parce qu'elle lui dit, justement, par rapport à DSA, votre parti, justement par rapport au Parti démocrate, pardon, votre parti DSA. Il dit, non, mon parti, c'est le Parti démocrate. Mon organisation, c'est DSA. Et il le dit justement pour prendre sa place au sein du Parti démocrate et pour pousser la porte, ça c'est sûr. Et en fait, ils n'ont plus envie de demander la permission de par les victoires qu'ils ont eues et notamment par la place que prend Zoran Mamdani et qu'il compte bien avoir. Mais il le fait de manière très subtile à mon sens, c'est-à-dire que par sa force tranquille et par ce qu'il a engrangé, notamment par les victoires qu'il a eues récemment par les candidats qu'il a soutenus à New York, il en est sorti renforcé, très clairement. Et donc, il n'a pas besoin de le faire de manière virulente. Et il le fait justement en rappelant que lui, il fait partie du Parti démocrate et que du coup, ils ont leur mot à dire dedans. Et c'est d'ailleurs le sujet... je reviens pas sur ce qu'a dit Tristan. Peut-être que le mot agressif était un peu fort, peut-être j'aurais dû dire offensif. Ouais, Son discours est plus mais offensif. Du coup, c'est très différent. Enfin, Oui, vraiment, il prend sa place, effectivement, et il ne demande pas la permission, d'où le New York Times. Enfin, je veux dire, même si ça passe peut-être inaperçu, comme le dit Tristan, en tout cas, elle est beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un engouement par rapport à donc, le New York Times qui lui donne une place quand même assez importante. Le cœur du sujet aussi, et c'est d'ailleurs la journaliste qui voulait du croustillant et qui est arrivée assez vite sur ce que disait Tristan, so what's next en fait, comment on se positionne pour les présidentielles, puisque c'est un peu le seul mot qu'ils ont à la bouche, comme pour nous quand on parle de démocratie et d'élections en France. Donc c'est de savoir comment ils vont se positionner sur la présidentielle. Et donc c'est le destin d'AOC, d'Alexandria Ocasio-Cortez, évidemment. C'est le nom dont on parle de plus en plus pour la prochaine DSA, présidentielle. bien sûr.
Et pour DSA, c'est là aussi où je dis qu'ils ne s'excusent plus, c'est qu'ils veulent avoir une candidate. Alors, et c'est là où on voit que le mouvement est en croissance aussi. Ils se posent des questions sur, on parlait de primaire, mais sur eux-mêmes, leur désignation du candidat. Et ils sont absolument pas d'accord entre eux. Donc ça commence on voit des petites tensions quand même, se dire, non, mais sur la désignation, on devrait faire comme ça, est-ce que ça doit être complètement ouvert, est-ce que voilà... Enfin, et donc, en plus, AOC, on le sait, elle a pas toujours fait de l'unanimité, même en local. Elle avait été, justement, elle avait refusé de prendre tout le programme de DSA à son compte, donc ça avait fait un peu débat. Là encore, elle l'a redit. Donc, le Medicare for All, c'est le refus, évidemment, des financements par l'IPAC, l'ancrage militant très local, etc., qu'elle a mis elle-même, évidemment, en place pour ses campagnes. Et puis, c'est vraiment là d'où elle vient. Ça, elle en est d'accord. En revanche, ce qui est dit sur Hakeem Jeffries, justement, le fait de le mettre de côté, elle s'est pas prononcée. Elle a dit qu'elle n'était pas tout à fait d'accord forcément avec ça. On a l'impression qu'elle aussi aménage un peu la chèvre et le chou entre DSA et elle essaye justement encore l'élite une fois démocrate installée. Et c'est ce que dit Mamdani. En fait, il veut pas se prononcer à sa place. D'ailleurs, il le dit. Je sais pas moi si elle va être candidate, mais en tout cas, je la soutiendrai quoi qu'elle fasse parce que c'est une excellente candidate. Encore une fois, je rapporte les propos. Et oui, bien sûr qu'elle peut s'institutionnaliser, mais on le sait très bien, dans un pays comme les États-Unis, elle sera obligée de toute façon d'avoir une posture plus forte. Enfin, en tout cas, qui l'amène à ramener aussi, et c'est ce que cherche à faire Mamdani, aussi, c'est ramener plus de gens. Enfin, ça a quand même dépassé largement le parti, l'organisation justement DSA qui vivotait un peu avant la campagne de Bernie Sanders. Depuis, ça fait vraiment des booms. On en avait reparlé la dernière fois sur les adhésions. Donc, en fait, c'est comment maintenant cette organisation et en plus, croissance. On parle de New York, mais pas qu'à New York. Exactement, mais comment ça ne reste pas seulement un truc de frondeur et comment ça justement, ça se matérialise. Et c'est intéressant. Il y a un essai politique à transformer, Exactement. Et donc, encore une fois, sur Alexandria Ocasio-Cortez, elle est moins, on va dire, révolutionnaire dans le sens où elle dit, non, moi, l'abolition du Sénat, je suis pas encore convaincue. Alors que c'est une des propositions du programme large de DSA. Après, encore une fois, c'est la réalité d'un programme à mettre en œuvre et peut-être à changer aussi par rapport à leurs objectifs. Donc, c'est un peu tout ce travail que met en avant Mamdani là aussi, Ocasio-Cortez à son niveau également. Et c'est vraiment intéressant de voir en fait que il recommence à y avoir des courants internes qui pèsent et qui, au-delà du pouvoir même qu'ils peuvent avoir eux, pèsent sur les autres. C'est Newsom le gouverneur de Californie, qui n'a pas attendu pour dire moi je vais taxer les milliardaires au moins dans mon État. Alors pourquoi il fait ça? On l'a jamais très bien convaincu d'un syndrome Robin des Bois très très fort, Gavin Newsom. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait aussi une pression de l'intérieur et c'est ce qu'ils essayent de mettre en place très clairement. Aujourd'hui, encore, si on regardait les marchés de prédiction, c'est Newsom qui est en tête. Donc voilà, c'est intéressant de revoir tout ça. J'ai pas une foi en ces marchés de prédiction. Non, mais on sent quand même qu'il y a un rapport de force qui est en train de changer. Mais il y a un rapport de force qui commence à se mettre en place. Force même l'aile droite du Parti démocrate. Et ça va forcément poser des questions. À virer à gauche, quoi. Exactement. Et en interne, ça va forcément poser des questions. À qui soutient AOC ou pas? Pourquoi? Sur quelle base? Forcément, il va falloir sortir du bois. Ok. Je peux juste rajouter un tout petit truc. Vas-y, pour terminer. Et la question du langage, Claire vient de dire quelque chose de très intéressant quand elle disait, quand tu disais Claire, oui, lui il dit je fais partie du Parti démocrate, et c'est quelque chose, c'est une technique typiquement mamdanienne ça, c'est de toujours arrondir les angles, dans le discours. Il va dire oui, moi je n'utilise pas Globalize the Intifada. Il va dire oui, moi Defund the Police, c'est vrai, j'aime pas trop comme expression. Puis après, c'est finalement exactement ce qu'il fait. Et si tu veux, là, quand il dit je fais partie du Parti démocrate, ça l'empêche pas de présenter des candidats contre les centristes du Parti démocrate. Et puis, deuxièmement, sur AOC, vous savez, franchement, je crois qu'on n'est pas à l'abri d'une grande vague de dégagisme, mais même dans les primaires démocrates. Et aussi, il faut rappeler que c'est quand même celle qui a dit que Kamala Harris, devant la Convention démocrate, que Kamala Harris travaillait sans relâche à un cessez-le-feu à Gaza.
Et aussi, elle a pris plein de photos avec Joe Biden. Et aussi, c'était celle qui était envoyée pour faire en sorte de détruire la campagne du Parti vert de Jill Stein et de Butch Ware pendant la campagne présidentielle. Dans les milieux de gauche, vous savez, et aussi, elle a un surnom, on l'appelle et aussi Pelosi. C'est-à-dire que du nom de Nancy Ouais. Pelosi, voilà, qui était vraiment une grande icône centriste hein, du parti démocrate. Donc voilà, et aussi elle s'est très centralisée, centrisée, droitisée, certains diront. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui émerge, tu sais, comme Barack Obama, comme quelqu'un qui arrive comme ça sur la scène, et ça pourrait être un de ces fameux DSA qui rentrera au Congrès au mois de janvier. Donc les dés sont vraiment loin d'être joués. Moi, je crois que ce qu'il va falloir regarder là, c'est moins, si tu veux, la course de chevaux de bois, quoi, les candidats, que les idées qui vont être Ouais. mis en avant pour la présidentielle. Ok. Et ben, on va suivre ça dès la rentrée. euh, Tous ensemble, autant que en d'ici septembre, je pense que la campagne des midterms commencera à être bien engagée. Et le débat et la discussion sera, comme d'habitude, passionnante. Merci beaucoup, Tristan et Claire. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, vous l'aurez compris, hein, du côté de chez Sam, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de rendre l'antenne, on a quelque chose de très important à vous dire. Le média est passé devant l'Arcom dans le cadre de sa candidature à la TNT francilienne. Et en attendant la réponse de celle-ci, notre objectif est d'atteindre 10 000 donateurs mensuels. On vient tout juste d'atteindre les 5 000 et nous présenter avec la communauté la plus forte possible. Si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer les grandes échéances démocratiques à venir, rendez-vous sur capsurdicap.lemediatv.fr. Merci encore pour votre attention et votre fidélité et je vous dis à très vite sur les antennes du média.